Les dirigeants africains ont-ils un plan efficace pour lutter contre l'immigration clandestine et éviter toute cette humiliation que subit son peuple dans les différents pays? À travers ce que nous voyons aujourd'hui, à travers ce que nous avons vu depuis longtemps, à travers ces morts qu'on nous montre toujours dans la Méditerranée. J'ai trois solutions à proposer à nos dirigeants et à tout ce peuple africain qui vont nous permettre effectivement de lutter contre l'immigration clandestine, de stopper cette masse de migrants et de nous maintenir sur notre continent afin de participer ensemble à la construction et au développement de notre Afrique pour un avenir meilleur de nos enfants. Je suis Dadou Henri Joël Zama. J'ai conçu cette chaîne, Le Monde du Migrant, pour parler d'immigration, d'expatriation, de droits du migrant, de travail, stage, études à l'étranger. Installez-vous et surtout, la première des choses, si vous êtes nouveau, donnez-moi d'abord mes likes et abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. On publie chaque mercredi et chaque dimanche et tout ça, c'est dans l'optique de construire une Afrique meilleure. Le premier point direct que j'aimerais aborder avec vous et la première solution directement que je propose à nos leaders, à nos dirigeants, c'est d'investir, c'est d'utiliser d'abord la base. La base, c'est l'éducation. L'éducation, c'est un point très essentiel. Très essentiel parce que là, quand on prend le système éducatif africain, la majorité des pays, on est focalisé sur l'enseignement général. On est focalisé sur l'enseignement général, mais de nos jours, est-ce que cela est encore efficace? Est-ce que c'est une bonne pratique? Est-ce que ça nous permet, est-ce que ça répond exactement aux besoins qui se présentent à l'instant T? La réponse n'est pas trop satisfaisante à travers tout ce que nous voyons. Et donc, mon idée, c'était de se focaliser plutôt sur l'enseignement professionnel et technique. Quand je parle d'enseignement professionnel et technique, il ne s'agit pas du nom, il ne s'agit pas de changer le nom des écoles, il ne s'agit pas de changer la peinture, non. Je parle vraiment d'une formation professionnelle efficace et digne du nom d'appellation d'enseignement professionnel. C'est-à-dire où les professeurs sont formés, où les étudiants sont formés, où les élèves sont formés, les stagiaires sont formés et ils sont aptes, c'est-à-dire des gens, dès qu'ils sortent de ces écoles-là, ils peuvent eux-mêmes s'installer, ils peuvent eux-mêmes enseigner d'autres personnes, ils sont prêts pour n'importe quelle situation de démontrer leur savoir-faire, leur savoir-être et toutes les connaissances, toutes ces compétences qu'ils ont acquises lors de leur formation. Donc, on devrait plutôt se focaliser de nos jours sur l'enseignement, multiplier les centres de métiers pour des personnes qui n'ont pas un niveau élevé. Il n'est encore trop tard pour mieux faire. Avant, lorsque des personnes en Afrique, particulièrement, prenaient la route de l'enseignement professionnel, le centre de métier, c'est des personnes qui avaient un peu échoué. Il a fait le BPC plusieurs fois, ça ne marchait pas. Bon, on va essayer pour ne pas que tu restes comme ça. Les gens avaient honte pour ça. Donc aujourd'hui, tout le monde comprend. Les gens aujourd'hui même laissent l'enseignement général pour aller se former. Aujourd'hui, quand on prend toutes ces personnes qui sont à l'étranger, ces Africains, mais ils sont partout dans le monde, dans les universités. On voit aujourd'hui nos dirigeants, la plupart, les enfants n'étudient pas sur le continent. Ils sont dans des universités aux États-Unis, en France, en Inde, au Maroc, au Canada, en train d'étudier dans des grandes écoles, dans des écoles d'ingénieurs. Et ceux-là, quand ils terminent, mais ils restent dans ces pays. Parce que quand ils comparent le salaire qu'ils gagnent ici et l'autre, donc imaginons si nous avons établi ce même système en Afrique, si nous avons valorisé nos enseignements professionnels, tout en commençant d'abord par l'agriculture. Il faut enseigner l'agriculture parce qu'à la base, nous sommes des agriculteurs, nous sommes des cultivateurs, nous sommes des éleveurs. Donc, lorsqu'on développe ce domaine-là,
avec une formation vraiment de base à l'appui, mais on a la terre où il ne faut même pas payer pour commencer à travailler. Il n'y a même pas d'investissement. Sur 50 pays africains, mais tu vas voir que dans 40 pays, on a la pluie naturelle. Donc la plupart des paysans ne sont pas obligés de faire des irrigations ou bien d'arroser les plantes pour que ça réussisse. Nous avons la pluie naturelle. Quand on prend le manioc, ça pousse partout. Quand on prend le riz, ça pousse. Il y a, et quand tu prends quand on prend les pays africains, mais on va trouver que dans plusieurs pays, nous avons des millions d'hectares de bas-fonds qui ne sont même pas utilisés, qui ne sont même pas exploités. Quels sont les moyens que l'État utilise pour que ces bas-fonds-là soient utilisés pour qu'on soit productif en autosuffisance alimentaire? Aujourd'hui, on voit avec tout ce qui se passe, l'histoire des virus et tout ça, mais il faudrait que si on veut vraiment se protéger, mais la première des choses, c'est de protéger ce que nous mangeons. Et la meilleure manière de protéger ce que nous mangeons, c'est que nous devons produire nous-mêmes ce que nous mangeons, tout en valorisant le secteur de la formation professionnelle. Parce que si on est bien formé, mais on n'a pas peur de réaliser un projet, parce qu'on en foi au projet et on peut suivre ce projet-là. On peut vraiment suivre ce projet. Pour quelqu'un qui a été formé en élevage, en pisciculture, en agriculture, mais il n'a pas peur de faire son champ parce qu'il sait que ça va réussir et il est au soin de son champ. C'est comme un médecin qui dirigeait sa clinique. Donc il n'a pas peur parce qu'il a fait la formation. Il peut mieux faire ses consultations. Donc je pense que si aujourd'hui la diaspora africaine, ceux qui ont eu la chance de sortir et d'avoir un peu de moyens, peuvent se réunir, essayer de construire des écoles au lieu d'investir que dans d'autres choses, mais ils peuvent construire des écoles de formation professionnelle. Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont formés en Inde, qui sont formés au Maroc, qui sont formés en Afrique du Sud, qui sont formés aux États-Unis, qui sont retournés sur le continent. Mais ils ont besoin, ils peuvent enseigner dans ces écoles-là. Et je pense que ça sera vraiment une révolution qui va nous aider. Et il y a plus de jeunes aujourd'hui actifs sur ce continent-là. Et donc, l'avenir se trouve désormais dans la formation professionnelle. Pour ceux qui sont dehors, sauront de quoi je parle. Vous arrivez au Canada, mais le Canadien n'a pas besoin de master ou quoi que ce soit. Nous, on travaille pour des compagnies, on sait comment ça se passe. Le mec, mais, il a ses comptes, il a tout ce qu'il faut. Mais tu vas voir son métier, il est chauffeur, il est mécanicien, il est agriculteur, il est charpentier, il est fier, il fait son boulot. Donc, pourquoi pas nous? Et nous avons les matières premières, nous avons le sous-sol. Quand vous arrivez en Mauritanie, le fer de Zouirat, c'est exploité par des Chinois. Si c'était exploité par les Mauritaniens, si nous-mêmes on produisait nos fers, mais les Européens, ils ont raison. Et si on n'a même pas de technologie, on n'a même pas de moyens, on n'a même pas la formation acquise pour extraire le pétrole, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il n'est pas encore tard de mieux faire. Il faut qu'on investisse et il faut qu'on investisse dans l'enseignement professionnel technique. On multiplie les centres de métiers. Ça, c'était mon premier point. Le deuxième point aujourd'hui, qui fait qu'il y a beaucoup d'immigrés en Afrique, il y a beaucoup de personnes qui émigrent de l'Afrique, c'est parce qu'il y a un problème d'habitat. L'Afrique n'a pas une bonne politique d'habitat sociaux. Pourquoi je le dis? La majorité des personnes qui détiennent les biens immobiliers dans nos pays, généralement, ce sont des particuliers et vous allez trouver qu'une seule personne a au moins 22 immeubles. Et tout ça, c'est en location. Les maisons sociaux, finalement, ceux qui le font, c'est l'État. Il faut un programme, il faut souscrire. Les personnes qui sont devant, il faut la corruption, ils vont acheter des maisons qu'ils revendent, tout ça. Donc, généralement, c'est le chaos. Donc, ça revient au même. Pourquoi ne pas adopter une politique où, tout simplement, on demandait aux propriétaires des maisons, avec l'État, essayer de voir les taxes, le prix des matières de construction, par exemple, le ciment, tout ça, essayer de trouver des prix qui sont quand même compréhensibles, avec ses propriétaires de terrain, ses propriétaires de biens immobiliers, pour pouvoir vendre les appartements.
Ils peuvent faire de la location-vente, ils peuvent même faire de la vente cash. Hein. Quelqu'un qui a un immeuble de 7 étages, au moins à l'intérieur, il y a au moins 26 appartements et tous ces appartements sont en location. Vous allez trouver qu'il y a un fonctionnaire qui va travailler, qui habite dans cette maison pendant 60 ans, jusqu'à la retraite. Mais il continue toujours de louer cette maison parce que le système ne le permet pas d'acquérir une maison facilement. Au village, il va aller construire une maison du village. C'est bien, c'est bien beau. Mais tout le monde aujourd'hui, c'est la mondialisation, c'est le développement, c'est l'industrialisation. Donc, c'est pas facile de résider. Quelqu'un qui est habitué en ville à avoir de l'eau courante, mais tant que nos villages ne sont pas encore développés, ça va être difficile. Et même, ça peut marcher dans le cas où l'État aidait les jeunes à créer des entreprises immobilières et pouvoir exploiter les terrains. Je parle des villes de l'intérieur. Dans combien de villes de l'intérieur en Afrique où il y a des promotions immobilières, c'est-à-dire on construit des cités, des résidences qui sont en vente et qu'on arrête de construire des maisons basses. Ça, c'est dépassé. C'est dépassé. Il faudrait qu'on ait un plan pour construire des maisons au moins minimum R+3, R+4. Des maisons 2 chambres-salon, 3 chambres-salon, ça dépend des familles, parce qu'en Afrique, on a toutes sortes de familles. L'État peut voir avec ces propriétaires-là pour pouvoir négocier, trouver des arrangements, pour pouvoir faire de la location-vente. Voir avec les banques pour pouvoir financer. Il ne faudrait pas qu'on demande d'abord aux gens de cotiser et après on va utiliser l'argent pour aller construire des maisons, mais en ce moment, ça revient au même. Parce que la jeunesse aujourd'hui, je le dis concrètement, ils quittent l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un toit. Non seulement il n'y a pas une bonne formation, quelqu'un qui a étudié, et il fait tout son cycle, il a le baccalauréat, il va à l'université, il a un doctorat. Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est de passer des concours de la fonction publique. Quelqu'un qui a fait lettres modernes, on va lui demander de rédiger un projet, mais comment il va le faire? Lui, il a fait ses lettres modernes, soit c'est d'être enseignant, et travailler dans une administration. Mais pour quelqu'un qui a fait par exemple de la mécanique, qui a un BTS, qui est ingénieur, même s'il n'a pas eu un poste dans le secteur privé, mais cette personne-là, même avec un mec moyen, si on lui dit de préparer un projet, parce que déjà il a quelque chose, mais il peut faire un projet qu'il peut suivre. Et dans 5 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, mais ça va lui donner quelque chose. C'est différent de quelqu'un qui a fait les mathématiques, quelqu'un qui a fait une licence en mathématiques. Qu'est-ce qu'il va faire? S'il ne devient pas enseignant. Et tu vas faire des concours plusieurs années. Après, le bac n'est plus, l'année du diplôme n'est plus valable pour présenter des concours. Là, c'est un problème. Donc, le deuxième point, je parlais de l'habitat. C'était juste une parenthèse. Donc, l'habitat, il faudrait qu'on puisse vraiment trouver un problème. Parce que toutes ces célébrités qu'on prend, la plupart, que ce soit des footballeurs africains, que ce soit des stars, de la musique et tout autre, mais leur rêve, dès qu'ils deviennent millionnaires, la première des choses, c'est de s'offrir une belle maison dans son pays. C'est de construire une belle maison pour sa maman. C'est de construire une maison pour ses frères, pour ses petites sœurs. Et donc, si avec nos politiques, on arrivait à trouver un problème pour ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas sortir. Si je ne vois pas quelqu'un qui est dans son pays, qui a un toit, qui a un métier, qui arrive à s'installer ou bien s'en sortir, je ne vois pas la raison pour laquelle il va aller mourir dans la mer. Je ne le vois pas. Donc, le deuxième point, c'est au niveau de l'habitat. Le troisième point qui est essentiel, et qui est très, très, très sensible, c'est la stabilité politique. C'est la stabilité politique. Aujourd'hui, on a un système où on parle de démocratie partout en Afrique. Vous allez voir dans 5 ans, à peu près dans chaque pays, chaque 5 ans en Afrique, il y a des élections. Il y a des élections. Est-ce que le problème, c'est les élections? Est-ce que le problème, ce sont les électeurs? Est-ce que le problème, ce sont les candidats? Est-ce que le problème, ce sont les parrains qui sont les Occidentaux? Et tout ça, chaque fois qu'il y a les élections en Afrique, c'est le chaos total. C'est le chaos total. L'instabilité. Mais c'est l'instabilité qui fait qu'il y a des jeunes Africains qui ont des moyens, mais qui n'osent pas entreprendre.
Imaginez quelqu'un qui est par exemple en France ou bien en Belgique ou bien en Chine ou bien un Africain, je dis du n'importe quoi, mais qui a un peu de moyens, mais ces moyens ne lui permettent pas d'investir par exemple en Chine, mais au moins ça pouvait lui permettre d'investir en Afrique. Mais quand il jette un coup d'œil en Côte d'Ivoire, c'est pas sûr. Il jette un coup d'œil au Sénégal, Casamance, c'est pas sûr. Au Mali, il y a les djihadistes. Au Burkina, donc finalement, mais il tourne en rond. Tout ce qu'il gagne, s'il était parti soit pour 2 ans, 3 ans, mais finalement, il va passer 20 ans dans ce pays-là. Et ce qu'il gagne, c'est comme s'il devient fonctionnaire, comme dans nos pays. Il travaille, à la fin du mois, il va payer le loyer, le transport, envoyer un peu aux parents, tac. Il ne peut rien faire. On a vraiment, vraiment, vraiment besoin de stabilité dans nos pays. Tous ces militaires, en Afrique, j'ai pas, peut-être que c'est, je ne sais pas, peut-être que vous l'avez déjà vu, mais moi, depuis que je suis né en Afrique, je n'ai pas encore vu 2 pays africains qui sont vraiment directement en guerre, où l'armée vraiment, je ne parle pas des zones de rébellion ou tout ça, mais 2 pays en Afrique qui se font vraiment la guerre. Mais on passe tout notre temps à s'armer, acheter les armes, former les militaires, les envoyer en stage dans des pays, au Canada, attachés militaires, ici, 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 ici. Quelles sont les solutions, quel est le résultat, quel est le bilan? Le bilan, c'est toujours des coups d'État, du chaos. Je pense que nos dirigeants devraient vraiment penser à restructurer l'armée. Restructurer l'armée, essayer de faire, même avec ce que je viens de dire tout à l'heure quand je parlais d'agriculture, et je parle, il y a beaucoup aujourd'hui d'eaux forêts qui sont formées dans nos pays, mais il y a d'autres finalement, ils finissent, mais ils n'ont pas de boulot. Il faut passer les concours d'intégration pendant ce temps. Mais tout ça, est-ce que l'État ne peut pas essayer de voir les différents États africains? Puisqu'on a des problèmes, on a des problèmes de route, on a des problèmes de construction, on a des problèmes de nourriture, mais on peut essayer de créer des brigades, on peut essayer de prendre un peu dans ce, créer des brigades, soit agricoles, oui, c'est possible, ils peuvent travailler avec les agronomes, pour essayer de développer des rizicultures. Dans l'armée, je sais qu'il y a des ingénieurs. Et parmi ces ingénieurs, il y a quoi? Il y a des gens qui font, il y a des cuisiniers, il y a des maçons, il y a tout cela. Nos États peuvent voir. Nos États peuvent voir. L'Afrique n'est pas encore construite, on n'est pas encore suffisant en auto-alimentaire. Voici aujourd'hui le problème du coronavirus. Mais s'il y avait des urgences aujourd'hui, mais il y a l'armée, il y a des couturiers, tout ça. J'ai vu un peu sur les réseaux sociaux des militaires ivoiriens qui fabriquaient eux-mêmes leurs propres masques. Déjà, c'est une belle initiative, mais on peut continuer dans ces choses-là pour vraiment bâtir une nation. Parce qu'on n'a pas encore la démocratie. Pour dire que oui, on est un État, on n'a pas encore le développement, on n'a pas encore une vraie révolution industrielle. Donc, on a encore besoin des personnes qui ont quand même ces capacités-là à pouvoir s'investir dans différentes structures. Nos différents États peuvent encadrer notre armée là où il y a urgence pour essayer de donner un coup de main que de s'attaquer à la propre population, ou bien c'est comme si l'armée dans nos pays africains était en quelque sorte le garde du corps du président ou bien de la personne qui dirige. Ça, c'est pas une bonne vision. C'est pas une bonne vision. On a des personnes qui sont dans des casernes. S'il n'y a pas de guerre en Afrique, pas de lutte contre le terrorisme, c'est nous-mêmes, parce qu'on n'est pas bien formés. Un jeune comme moi qui est formé, qui a étudié, qui a son diplôme, qui a un boulot, même si ce n'est pas dans la fonction publique, qui a sa maison, qui a sa femme, qui a ses enfants. Mais qu'est-ce qu'il va aller faire dans le djihadisme, mais quelque part? Mais c'est facile de corrompre quelqu'un qui n'a même pas un niveau, qui n'a même pas un rond. Mais on vient, on te donne des milliards, tiens, l'arme, voici comment. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas il n'y a pas de droit. Qu'est-ce qu'il dit? Aucune information, aucune formation technique, rien du tout. Mais lui, il va aller. Et finalement, tu lui demandes, mais qu'est-ce que tu combats pourquoi? Il ne sait pas. Pourquoi tu as pris? Il ne pourra pas y rien. Donc, nos frères, stoppons la guerre, ça n'arrange rien. Concentrons-nous sur notre avenir et Dieu a le dernier mot. Merci beaucoup, c'était moi. Likez, partagez. Si vous avez des commentaires, je suis là, des critiques pour améliorer notre chaîne et je compte sur vous. Merci beaucoup.